Donc voilà. Donc maintenant on va passer au prochain orateur et c'est un plaisir d'introduire Pierre Zeng, qui est directeur d'un incubateur dans la ville pas très loin de là où j'habite et qui a accepté de donner cette présentation. Juste pour placer le contexte, je ne vais pas revenir à Pierre parce que vous avez sa biographie, vous avez son contexte. Pour placer le contexte, il n'y a pas plus difficile que de vendre l'innovation. Voilà, ça c'est le mot. Après, il va vous dire comment on peut s'en sortir. C'est ça, non? Voilà, je suis vraiment ravi d'être là et tout ce que je vois depuis ce matin, tous les efforts que vous faites, je suis épaté. Je suis épaté parce que je crois qu'on assiste à la naissance de quelque chose en fait, et puis de la signature de partenariat, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pas du tout pour cirer les chaussures, mais vraiment, je crois qu'on assiste vraiment à la naissance de quelque chose. Et depuis hier, à l'invitation d'Aziz, et puis maintenant avec Vincent, on se connaît avec Vincent Borel de Lali, en ayant rencontré Zaki aussi, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand je vois Zaki présenter son PowerPoint, je me dis, je ne me fais aucun souci pour Aziz et la possibilité d'avoir le bon business développeur pour son business. Et finalement, notre métier et le marketing de l'innovation nous prouve une fois de plus qu'il n'y a de valeur que d'hommes et de femmes, et surtout de femmes. D'accord ? Il n'y a de valeur que d'hommes et de femmes, c'est essentiel. Et je fais ce métier avec une joie et une passion qui est toute récente. Parce que pendant 20 ans, j'ai vendu des casseroles. C'est très ridicule. Je résume. Mais en fait, je veux dire pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est ma fille qui m'a dit ça un jour. Elle était au CP, elle est rentrée avec dans la classe de copine qui est institutrice, et à côté d'elle, il y avait Edouard, et de l'autre côté, il y avait Jeanne, je ne sais plus qui. Edouard, ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Il pilote d'avion. Il pilote chez Air France. Et toi, Yann, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est médecin, c'est médecin du village de la ville. Et Julie, ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des casseroles. Donc là, grand rire, etc., etc. Mais j'ai vendu des casseroles comme vous faites de l'innovation, comme vous êtes professeur, président, dirigeant, avec une passion. C'est un métier extraordinaire. J'étais chez le numéro 1 mondial de vente des arts de la table. Et j'ai fait ce métier avec une très très grande passion, toujours au contact du consommateur et du client. Et finalement, j'étais dans une petite PME, on était leader européen des arts de la table quand même, et on a été élevé, entre guillemets, par notre patron, avec le sens du travail bien fait, le sens de la qualité, le sens du contact client. Et finalement, ce contact client-là, il est à la base de tout. Et toutes les innovations, puisque j'étais chargé, entre guillemets, j'étais responsable commercial, avec merchandising, marketing, rencontre, etc. Mais j'étais surtout chargé des projets innovants, parce qu'en vaisselle, on peut innover. Et je peux vous dire plein de choses qu'on a fait dans la vaisselle qui ont été à la base de développement de thématiques, de théâtralisation que je vois ici dans certains magasins. Et on est très fiers de ça. Et généralement, ce n'est pas une personne, hein, c'est toute une équipe qui est à côté. Et on en revient toujours au problème principal, l'équipe. Et qu'est-ce qu'un bon produit, qu'est-ce qu'un bon projet, qu'est-ce qu'un bon service? Et qu'est-ce qu'un bon produit, qu'est-ce qu'un bon projet, qu'est-ce qu'un bon service? Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et j'ai rencontré quelqu'un, vous savez, il faut toujours avoir un réseau. Ce que tu dis, Zaki, par rapport à un réseau, j'avais un réseau assez important. Vous savez, à partir du moment où on quitte un secteur, on perd ce réseau. Et là, d'un coup, quelques touches comme ça, me dit le patron d'une grande enseigne nationale, me dit, ah ben j'ai un copain qui monte une start-up dans le design. Donc, hop, il me dit, va l'aider. Je vais avec lui, je connaissais un peu le milieu du design, des arts de la table, etc. Hop, je commence à travailler avec lui. Et puis une deuxième, et puis une troisième, et je me dis, je vais faire comme Zaki, business développeur. Sauf que business développeur dans une start-up, je vous garantis, c'est pas facile tous les jours. Parce qu'on n'a pas les moyens des gros, d'accord? Par contre, on a tous les problèmes des petits. Et à partir de là, j'ai commencé à être en contact avec des pépinières d'entreprise, et bingo, il y en avait une à 10 km de chez moi, j'étais même pas au courant. Le directeur m'a vu arriver, 40 ans, une capacité de vendre, de créer un peu, etc. Il se dit, bah, tiens, j'ai un poste de chargé d'affaires qui se libère, et il me dit, est-ce que ça t'intéresse de rentrer? Et je lui dis, pourquoi pas, nouveau challenge. Et je me suis dit, ok, très bien. Et puis là, premier contact, quasiment le premier jour, le deuxième jour, avec une créatrice d'entreprise, innovation très très technologique. Et en gros, qui me fait comprendre que mon marketing, c'est pas très bien. C'est mass market, c'est du marketing de grande consommation.
Et que elle et son associé, qui est une spécialiste du marketing de l'innovation, c'est l'innovation technologique. Et moi, quand même, je pense à une chose, je me dis quand même, le marketing c'est bien, mais mon ancien patron m'avait appris deux phrases terribles, qui étaient, avec tous les guillemets, toutes les précautions qu'on peut prendre, qui étaient qu'un bon produit, c'est un produit qui se vend, et que c'est celui qui prend la commande qui a raison. Donc ces deux phrases-là, qui sont terribles, hein, attention, parce qu'il peut y avoir beaucoup de répercussions, parce que c'est pas, oui, attention, oui, est-ce que les règles du jeu sont respectées, etc., etc. On verra comment le marketing peut nous aider à ça, d'accord, et comment cet outil peut nous aider à ça aussi, je vais vous en parler. Et donc me voilà face à un dilemme. Je me dis, le marketing d'un côté, mass market, tu vendais des casseroles, ça ne sert plus à rien. Et de l'autre côté, il y a le marketing de l'innovation, et qu'est-ce que tu peux faire pour eux, sachant que tu ne seras jamais scientifique. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être une nouvelle définition du marketing de l'innovation inventée. Et je commence à creuser parce que, en fait, quand j'ai quitté mon ancienne société, vous savez, dans un accord à l'amiable, etc., il fallait un projet. Mon projet, j'avais passé un bac plus 2 il y a 20 ans, j'avais donc 20 ans d'expérience, et puis quand vous arrivez à 40 ans, vous dites, oh, c'est bien, vous avez l'expérience, vous n'avez pas le diplôme. Donc je me suis dit, bah, je vais passer un diplôme. Donc j'ai passé un master de marketing à l'université de Montpellier, un bonheur sans nom. Un bonheur sans nom. Et c'est là où je suis tombé sur cette définition de Wikipédia, technique de marketing fondée sur le lancement de nouveaux produits sur un marché existant, ou l'inverse. Ok, c'est bien, il manque le client. Il manque l'entreprise. Nouvelle définition du world marketing, l'objectif du marketing et la réussite de l'entreprise afin d'analyser et comprendre ses clients, saisir les tendances et les opportunités du marché. Ouais, ça me va bien. On ne parle pas assez d'innovation, parce que là, c'est une définition du marketing toute simple. Donc je continue, il y a un monsieur qui s'appelle Arnaud Groff, qui est assez connu dans notre région, puis au niveau national. Il dit l'innovation a la capacité à créer de la valeur en apportant quelque chose de nouveau dans le domaine considéré, tout en s'assurant que l'appropriation de cette nouveauté se fasse de manière optimale. Vous l'apprenez par cœur et vous d'accord. C'est compliqué, mais c'est exactement ça. Donc on se retrouve un peu perdu quand même. On se dit, est-ce que c'est des techniques? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est une optimisation? Est-ce que c'est de la valeur? Est-ce que c'est... On est loin quand même de la vente de casserole. Donc moi je reprends ma définition et je me dis finalement on va apurer tout ça. C'est un état d'esprit. Et ce sont des techniques permettant de faire adopter d'une manière optimale une nouveauté à un marché en créant de la valeur. Mais pour ça, là, il faut sortir de notre cocon scientifique. Il faut sortir de la pensée qu'une innovation techno est supérieure à une innovation classique. La première année, quand j'ai commencé ce métier, avec ce bonheur que je connais encore aujourd'hui, et j'espère que ça va durer, la société que j'ai le plus aidée, c'est un paysan. Et d'ailleurs, nous, notre petite pépinière, on est une petite pépinière entre Montpellier et Nîmes. On suit une soixantaine d'entreprises, 80-90 projets, on a bien progressé, on a bien augmenté depuis 3-4 ans. Et cette petite pépinière, c'est un peu votre problématique aussi, c'est-à-dire on est à la naissance de quelque chose, elle est très jeune, cette pépinière. Et finalement, un jour on m'a dit, oh du entre Montpellier et Nîmes, vous êtes des paysans. Et je suis savoyard d'origine, de montagne, et j'ai vécu avec des vaches pendant 15 ans. Donc le mot paysan pour moi c'est un mot de valeur, c'est un mot de construction, c'est un mot de bon sens. Le marketing de l'innovation c'est du bon sens, d'accord? Et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'un jour il faudra travailler sur ça, sur le mot paysan, sur le côté bon sens. J'ai aidé un paysan, il a créé 14 emplois la première année. J'ai aidé d'autres boîtes technologiques qui ont fermé depuis. La scientifique qui me parlait le premier jour, d'accord, elle a fermé sa société. Et 6 mois après, j'ai une copine qui m'appelle, qui faisait le même travail que moi, et qui me dit, écoute, il faut que tu viennes me voir en Ardèche, là-haut, je vais créer une entreprise innovante. Donc j'y vais, je la rencontre avec son mari, elle me dit, mon entreprise, c'est un camion de frites. Je ne sais pas si vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis, c'était il y a 3-4 ans, un camion de frites il y a 3-4 ans, c'était innovant. Et finalement, on a pris la méthodologie du marketing de l'innovation, qu'on va voir ensemble, et on l'a adapté à un camion de frites, qui a fait que la première année, elle a fait 80 000 € de chiffre d'affaires, et que maintenant, elle vient sur 2 ici, à Marrakech. Pendant ce temps-là, j'ai un créateur hyper scientifique qui a développé une méthodologie. Vous savez, vous êtes dans un avion, vous prenez une photo d'un territoire, et cette photo-là peut vous permettre ensuite de reconstituer un univers en 3D. Il a tellement développé, parce qu'attention, il est exceptionnel ce gars-là. Je ne sais pas combien de QI il a, mais il est tout à fait exceptionnel. Vous savez, vous avez une capacité, vous les scientifiques, les innovateurs technologiques, à comprendre et à réagir extrêmement rapidement. Parce que vous avez une grille d'analyse dans la tête que moi, je n'ai pas.
Je suis un commerçant, je suis un marketeur, et je n'ai pas cette faculté à vous de ranger les choses dans les bonnes cases et de les ressortir au bon endroit. Moi, le problème que j'ai, c'est que je fais ça en fonction d'une sensibilité, en fonction d'une tendance, de quelque chose que je ressens. Et là, je vais avoir des choses qui vont se mettre en place comme ça et définir une image. Ce dont parlait tout à l'heure Zaki. D'accord? Vous, c'est très cartésien. C'est ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça s'imbrique et ça, c'est prisonnier de l'anneau et ça ne peut plus fonctionner, etc. D'accord? Nous, on ne travaille pas de la même façon. Donc, il faut qu'on arrive à se comprendre. Et vous, en tant que créateur d'entreprise, et en tant qu'accompagnant un créateur d'entreprise, vous devez comprendre que, d'un côté, un technologique fonctionne avec cette grille cartésienne, de l'autre côté, un marketeur, un commercial, il va travailler avec sa sensibilité, avec ce qui passe sur la peau, d'accord, et que je ressens, je vais traduire son idée technologique en un besoin client, et en erreur. Finalement, la nouvelle définition, technique permettant de faire adopter, ok. Et nous, notre métier, c'est d'assurer, notre objectif, c'est la réussite de l'entreprise. Parce que sinon, un super produit comme cette photo, vous savez qu'il est en train de faire, là, mais il est toujours en train de le faire. C'est-à-dire qu'il me dit, à chaque fois que je le vois, il me dit, la semaine prochaine, ça marche. Dans 3 mois, ça marche. Dans 1 an, ça marche. Et pendant ce temps-là, on oublie une chose. On sait tout ce que c'est la veille informationnelle. L'intelligence économique, ce grand mot. L'intelligence économique, c'est surveiller son environnement. Un chef d'entreprise, il a un œil à l'intérieur de sa boîte et un œil à l'extérieur de sa boîte. Donc je surveille ce qui se passe à l'extérieur. Mais bien souvent, quand j'ai la tête dans le guidon, comme disait Zaki tout à l'heure, j'ai la tête dans le guidon, je fonce, ben j'oublie qu'il y a un petit concurrent de rien du tout, qui est une agence de communication en 3D, qui a sorti un système, à partir d'une photo, je reconstitue une ville, mais là-dessus, qu'est-ce que je fais? J'ai un graphiste. J'ai un graphiste qui reconstitue avec des photos sur le terrain. Donc oui, c'est pas automatisé, c'est beaucoup plus cher, ça coûte beaucoup plus cher. Par contre, il y a plein de villes qui me le demandent. Donc résultat, je n'ai pas un produit hyper technologique, hyper fini, mais par contre, de l'autre côté, il y a une toute petite boîte qui a sorti une solution plus chère, d'accord, moins technologique, mais qui répond immédiatement aux besoins clients. C'est lui qui a pris la commande, c'est lui qui a raison. L'autre, il aura certainement raison, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ok, c'est super, il travaille. Mais par contre, malheureusement, notre objectif, c'est le bas de page. Vous savez, c'est la case en bas à droite du compte de résultat, et qui dit il y a un chiffre d'affaires, il y a un résultat, il y a une capacité d'autofinancement. On travaille que pour ça finalement. Et le marketeur, le problème qu'on a nous marketeurs, et qu'on doit faire comprendre, c'est que oui, on a la tête dans les nuages, je le revendique. Moi je rêve toute la journée. Ce matin j'ai été courir dans la cité de Fès, c'était fabuleux. Et pendant que je cours, j'ai un peu de musique et je pense à des projets, à des idées, etc., etc. Il me faut la tête dans les nuages. Mais un marketeur, il faut qu'il ait les pieds sur terre aussi. Les pieds sur terre, c'est comprendre les impératifs, c'est comprendre que oui, ok, c'est léger, oui, ça fonctionne, etc. Mais comme disait Zaki tout à l'heure, c'est quoi le critère, c'est quoi le chiffre, c'est quoi le gramme en moins, c'est quoi le gramme en plus, c'est quoi l'intelligence en plus. On doit en permanence se référer à des critères physiques et chiffrés. Et en même temps, on doit avoir la tête dans les nuages. Vous comprenez que qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme lien, comme méthodologie, comme solution, d'accord, comme technique qui puisse nous permettre de faire le lien entre une innovation technologique et un client. Ça s'appelle le marketing qui est tout double, d'accord. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand je compare la création d'entreprise, honnêtement, je compare ça à un océan déchaîné et avec des navires, donc des énormes ferries, ça doit être certainement Novartis pour toi, ça doit être certainement des grosses boîtes de biotech, qui savent prendre la haute mer, qui savent prendre les vagues, d'accord. Et puis après, il y a des Formule 1, des régates, des régatiers qui font, vous savez, qui traversent les océans, qui font la Walk Race comme en ce moment, qui sont équipés, ils ont un équipage, chacun son poste, etc. Ceux-là, on sait qu'ils vont arriver. Et on mise dessus, d'ailleurs, ils ont des sponsors. Un lien, une fois de plus, un lien avec notre métier. Et puis après, il y a la catégorie sous le voilier. Il y en a qui réussissent de vrais exploits. Alain Bombard avait fait sur un Zodiac une fois, d'accord, une fois. Ensuite, il y en a qui l'ont fait avec des 420, il y en a qui l'ont fait avec des optimistes, mais à chaque fois, c'est des exploits qu'on montre du doigt. Et moi, je me dis comment on pourrait permettre à des gens qui ont envie de prendre la mer, de le prendre dans de bonnes conditions, avec un bon capitaine, avec de bons équipiers, avec des sponsors qui ne soient pas peut-être ceux de la Volvo Race, d'accord, qui soient peut-être, parce que vous savez, le géant qui navigue Novartis comme ça, il a intérêt au succès de la goélette qui s'en va, ou du beau bateau déjà qui s'en va et qui a pris la mer. Parce qu'il sait très bien que son bateau, lui, il est très très lourd à bouger, quoi. Et l'innovation, c'est pas ça. L'innovation, c'est pas lourd comme ça. Hein. C'est quelque chose qui rebondit, qui saute, qui sautille, qui
qui bondit, qui agit, qui vit. D'accord? Donc notre problème c'est ça, notre problème c'est que nous vivons sur une petite planète connectée. Je vous ai fait une compilation de chiffres, je vous ai pas mis les sources, une compilation de chiffres qui se baladent sur internet entre Wikipédia, French Web, tous les sites. 6,5 milliards d'humains, 3 milliards de comptes mail, 3,4 millions d'emails à la seconde. Il y a juste 2,7 millions de spam. J'ai été stupéfait en voyant ça, d'accord? Donc ça réduit quand même le trafic, mais c'est pas mal. Une petite planète intelligente. Vous déposez, vous chercheurs, 400 brevets par jour. L'Office mondial des brevets. 7 millions de chercheurs, 120 millions d'étudiants supplémentaires par an. Ça laisse rêveur. Startup Weekend le week-end prochain ici. Nous on est partenaires avec Synersud qui est l'union des pépinières du Languedoc-Roussillon du Startup Weekend de Montpellier. C'est un bonheur sans nom. Vous mettez 100 étudiants dans un amphi, vous les enfermez à clé pendant 54 heures et vous revenez pour voir ce qui a mijoté le dimanche soir. Vous allez voir, j'espère que vous aurez beaucoup de monde parce que... Il y a eu 700 inscrits les 2 premiers jours. C'est fabuleux. Vous avez des coachs, j'imagine, vous avez tout ça. Moi, je faisais partie du jury. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on est partenaire et ça fait déjà 3 projets, donc une société qui s'est créée. Une société qui s'est créée avec 100 000 euros de levée de fonds en l'espace de 6 mois. Donc c'est pas mal, hein. Ça peut aller très très vite parce que, on en reparlera tout à l'heure. D'accord, je continue. En tout cas, nous vivons sur une petite planète informée, 300 millions de sites web, 4 millions de pages Wikipédia. Si on devait imprimer tout ce qui se balade sur Google en une journée, on devrait abattre 2 millions d'arbres pour en faire du papier. On vit sur une petite planète sociale, 1 milliard de comptes Facebook à fin août. Alors oui, il y a peut-être un problème de valorisation à Facebook. Enfin, honnêtement, le jour où vous avez une base de données avec 1 milliard de mails, je ne sais pas comment je suis capable de vous l'acheter, mais certainement cher. 500 millions de comptes Twitter, c'est l'avenir Twitter. Pour moi, l'avenir est Twitter. Je crois encore plus à Twitter qu'à Facebook. 250 millions de photos chargées sur Facebook, comme moi ce matin, pour dire un peu petit, regardez le Main Street, l'avenue. Voilà, l'avenue Ambassadeur, regarde le Main Street de Fès. Nous vivons sur une petite planète technologique. Il a fallu 74 ans pour atteindre 50 millions d'utilisateurs avec un téléphone. 10 mois pour l'iPad 2. Et là, à partir de là, on se dit, ok, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est pas une mer agitée, c'est une mer déchaînée dans laquelle on est. Vous faites quelque chose à un endroit, ça se sait immédiatement à l'autre. Donc nous sommes instables. C'est totalement instable. On copie les brevets, les concepts en permanence. Apple a découvert une copie de l'Apple Store en Chine. Ça s'appelle Banana Store. Mais le Banana Store, c'était la copie conforme de l'Apple Store, sauf que c'était un HTC qui était posé, et on vendait, etc. Et ils le vendaient super bien. C'était juste une petite ville de 2 millions d'habitants. Il y en aura 200 en 2025 en Chine. Donc, un avantage concurrentiel temporaire, ça c'est dramatique. Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en train de développer des avantages concurrentiels en se disant ils vont te protéger. Non. Si ça se trouve, dans une semaine, c'est fini. Si ça se trouve, dans 15 jours, c'est fini. Je vais vous raconter une histoire qui est superbe parce qu'elle continue et en même temps extrêmement triste. Un des premiers gros dossiers dont je me suis occupé, Vincent le connaît très bien, c'est un projet, puisque vous connaîtrez Vincent cet après-midi, mais c'est un projet qu'on a co-suivi. C'est quelqu'un qui travaille sur l'intelligence collective des systèmes. Il est capable de faire discuter ce verre avec 7 sous-tasses, 7 montres et ce stylo. Parce qu'il a inventé des petits boîtiers intelligents qui transforment tous les signaux en langage et qui fait que ça rend le verre interactif. Donc ce gars-là, en fait, il a inventé des systèmes de protection électronique pour des endroits à sécuriser. En gros, je fais communiquer une caméra avec une alerte d'incendie, avec un rideau qui se descend, qui monte, avec une alarme de porte. Et si cette caméra tombe en panne, il y a celle-là qui est ici qui prend le relais, et parce que les deux communiquent sans fil et d'une façon intelligente. Et il me dit, ce gars-là, il s'appelle Yvan, et il me dit, j'ai un souci, c'est que j'arrive pas, je suis tellement innovant que j'arrive pas à démontrer ma technologie. Il est innovant, mais il y a des gens qui réfléchissent, non, ça dépend encore, qui réfléchissaient à la même solution que lui dans le coup de la France. Il n'est pas foncièrement innovant, c'est qu'il est trop techno. Il pense trop à sa techno, il ne pense pas assez à son marché. Et je l'ai mal accompagné. Pourquoi? J'aurais dû aller beaucoup plus vite dans l'exécution de son projet. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il m'a dit, une centrale nucléaire, je veux installer une centrale nucléaire. Non, une centrale nucléaire, jamais, elle prendra un système innovant. Dans les centrales nucléaires, vous avez des caméras comme ça,
qui date de 1960, avec des grosses zooms et qui vous surveillent. Mais on ne cherche pas à faire discuter un verre avec une carafe ou une caméra, d'accord. On veut quelque chose qui soit sûr et qui fonctionne. Donc, on s'est dit, on réfléchit comme ça, et puis un jour, le maire de mon village a dit, écoute, j'en ai marre. 60 cambriolages en 6 mois, c'est trop. Il est gauche, le maire de mon village, il me dit, écoute, je vais mettre des caméras vidéo. Il me dit, mais j'y arrive pas. J'arrive pas, vous savez, il y a un peu comme ça, on est démocratique, on est gauche, donc on ne peut pas mettre des caméras, on ne peut pas surveiller les gens. Il en était là, ça lui faisait mal. Quoi. Et puis je réfléchis à ça en courant le matin, toujours pareil, dans les marais avec mon chien. Et puis j'appelle Yvan et je lui dis, Yvan, il y a peut-être un truc à faire, on va faire une réunion. On fait une réunion avec le maire, et je lui dis, Yvan, et finalement, est-ce que ton système là, qui fait communiquer les bananes, les pêches et les bouquets de fleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas l'installer dans le village et mettre un système de caméra vidéo qui pourrait communiquer sans fil? On n'a pas les moyens, donc ça nous coûterait moins cher à enterrer, etc. Et il dit, ah oui, tiens, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Et le maire nous dit, écoutez, moi je veux bien, je dis à mon premier adjoint chargé de la sécurité de venir, je dis au commandant de gendarmerie qui est pote avec le préfet de venir, etc. Donc Yvan, dans son coin, a réfléchi à une solution technologique. Le maire a regardé autour de lui qui avait intérêt à payer ce système-là de sa collectivité, d'accord? Et on a fait une réunion tous ensemble. De là est sorti le premier système de vidéosurveillance intelligente qui peut vous amener et doit vous amener autre chose que la sécurité. Imaginez des caméras qui discutent entre elles. Ça crée un réseau Wi-Fi dans le village. Et sur ce réseau Wi-Fi, qu'est-ce qu'on a fait? On a branché des appareils, vous savez, des alarmes anti-intrusion dans les domiciles. Et on a équipé les bâtiments municipaux avec. Ce qui fait que l'installation de la caméra était payée, le gouvernement subventionnait cette installation-là. On a utilisé cet argent-là pour nous aider à créer un réseau Wi-Fi de sécurité dans le village, pour équiper les ateliers et tous les bâtiments municipaux avec ce système-là, pour permettre aussi aux gens qui voulaient partir le week-end de louer ce matériel-là, mais en plus on a rajouté des bandes anti-inondation, on a rajouté un panneau d'affichage sans fil, et à chaque fois il y avait un ordinateur, et sur cet ordinateur, le maire pouvait voir les caméras, pouvait sécuriser les bâtiments, etc. Super innovation. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette idée-là était aussi développée en même temps à Grenoble et à Rennes, et on n'a pas été assez vite. Parce qu'on est instable, parce que son avantage concurrentiel, on n'avait pas pensé qu'il était temporaire. Il a un brevet. Il a un brevet d'intelligence collective des systèmes. Il est à San Francisco en ce moment. Il est en train de développer un nouveau projet aussi. Il a un nouveau brevet. Malgré son brevet, les autres ont contourné le brevet. Ils avaient parfaitement le droit. Et ils ont développé des systèmes analogues. Mais surtout, ils ont eu des clients finaux. C'est celui qui prend la commande qui a raison. Résultat, on se retrouve avec un village équipé. Super, ça fonctionne très bien. D'accord. Mais c'est les autres qui font le marché. Donc ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su trouver à Yvan, peut-être, la personne, comme Aziz a trouvé avec Zaki, c'est-à-dire un business developer et un couple, ou un trio, ou une équipe. D'accord? Parce que les résultats de l'entreprise innovante, c'est quoi? Créer une entreprise innovante est risqué. C'est une enquête Ipsos au zéro, en 2011, une enquête qui a couru entre 1999 et 2007. À prendre entre guillemets quand même, elle est parue en 2012. Pourquoi? Parce que j'étais étonné. Sur 100 entreprises, 15% ont disparu. D'accord? 38% sont au-dessus de leur objectif. 41% sont en sous-développement total. 48% ont eu un problème de relation client. Une entreprise sur deux a eu un problème de relation client, c'est petit. Ça veut dire que quand vous créez une boîte, messieurs, dames, vous avez une chance sur 3 de réussir. C'est dramatique. D'accord? Malgré que nous soyons en France, avec un système OSEO, avec des systèmes régionaux d'aide, de soutien à l'innovation qui sont particulièrement construits et actifs. D'accord? Donc attention. Ensuite, créer une entreprise innovante est réservé aux hommes. Excuse-moi de t'interrompre. Il faudrait faire l'analogie quand même avec le taux de société lambda, non innovant, qui se crée et qui survit. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus. 50% des entreprises créées disparaissent. Donc finalement, il y a 20% de différence. Mais avec une différence de subvention d'avance remboursable qui est tout simplement monstrueuse. Ça s'explique un peu. Quand vous créez une entreprise innovante, ma copine qui a créé sa baraque Afrique, elle a fait 80 000 € de chiffre d'affaires. Si le gars avec son avion crée sa société, il fait ça sur une commande. D'accord? Donc voilà, il y a une différence de valeur derrière. Il y a une création de valeur qui, dans l'innovation techno, l'innovation de culture aussi souvent, d'accord, et
le facteur multiplicateur, c'est 10, 20, 30, 40, 50. Dans la bibliothèque, on connaît ça. On n'aura jamais ça avec un camion de truc, à part si on en fait 50, 60. C'est réservé aux hommes diplômés seuls, 8% de femmes créatrices d'entreprises innovantes, c'est pas beaucoup. Les femmes, c'est la sensibilité. Même si on a chacun une part féminine entre nous, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, les femmes, c'est la sensibilité et on rate ce potentiel-là. 30% sont seuls aux commandes. Seuls, totalement seuls. Et bien souvent, c'est les seuls salariés de leur boîte. Ça doit faire bizarre quand vous arrivez au matin dans votre bureau seul. 80% de formation technique et scientifique. Ça, attention, attention, attention. 80% de formation scientifique et technique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est le client qui a toujours raison, plus ou moins. C'est qu'on ne sait pas que c'est celui qui prend la commande qui a raison, même si on met des guillemets. C'est qu'on ne sait pas forcément que si vous le faites, c'est qu'un client va vous l'acheter. 80% le font par goût du challenge et du défi, ça c'est quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une surmotivation, il y a un engagement. D'accord ? Créer une entreprise innovante est un métier de manager. Ouais, comme disait Zaki tout à l'heure, vous abandonnez votre casquette technologique et vous mettez votre casquette de capitaine. 32% ont du mal à recruter l'équipe, 38% ont du mal à boucler le plan financier, 50% ont du mal à contacter ou à motiver le client. C'est ça, la troisième ligne est pire que tout. C'est que vous avez Yvan dont je vous parlais tout à l'heure, qui a un QI de je ne sais pas combien, d'accord, qui est en train de développer de nouveau un nouveau brevet, mais quand il prend son téléphone pour appeler un client, il se fait violence. La meilleure chose qu'on peut faire pour lui, c'est de lui trouver un alter ego, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Si je fais une synthèse, créer une entreprise innovante est une aventure risquée dans un monde instable, le dirigeant doit réussir à résoudre les trilèmes de l'innovation. Je vous dirai tout à l'heure qui a inventé les trilèmes. Trilème de l'innovation, c'est juste, j'ai essayé de vous faire quelque chose, voilà, que vous rappeliez que 3 options apparemment difficiles à concilier peuvent aboutir à la même solution, celle de créer une entreprise innovante qui va marcher. Une entreprise innovante qui va marcher, c'est quand une idée, une équipe et un marché sont alignés. J'ai une idée, bonne, innovante, de rupture ou pas, d'accord? J'ai une équipe qui va la porter, qui va l'exécuter rapidement, avec une très grande qualité, sur un marché qui est en attente. Un marché qui peut être mature ou non, d'accord? Un marché qui peut ne jamais exister. Un marché, on ne sait jamais, un marché qui naît comme ça d'un coup, le SMS. Volatile. Comment? Volatile. Voilà, volatile. Le marché du SMS, qui avait prévu qu'aujourd'hui on envoie des milliards de SMS par personne? C'est un vrai marché, d'accord? Qui est né comme ça. Et beaucoup d'argent. Parce que quand vous avez ces trois-là, vous avez beaucoup d'argent. J'espère. Et après, on va voir Zaki et il nous explique comment on va aller chercher beaucoup d'argent. D'accord? À l'intérieur d'un trilemme idée, équipe, marché, vous avez ces 9 cases-là. Une idée, elle peut être techno, elle peut être marketing, elle peut être de l'organisation. Une idée, ça peut être un produit, un service, une qualité. Une idée, ça peut être une idée de rupture, d'évolution, d'association. Si vous rajoutez le logo Apple juste à côté, vous apercevez que les 9 cases sont présentes. Ils ont fait de la rupture, ils ont fait de l'évolution, ils ont fait de l'association. J'ai lu un article sur Steve Jobs qui a raconté comment il avait déposé le brevet, vous savez, de l'alimentation de tous ces Macs. Il était en Chine ou en Thaïlande. Et il passe à côté d'une table, et il y avait un fil électrique comme ça, avec une théière électrique. Et il passe, et au moment où il passe, il se prend le pied dans le fil d'alimentation. Et la théière n'est pas tombée. Pourquoi? Parce que le fil était monté. Il dit ça, c'est génial. Il est rentré, il a déposé. Résultat, sur tous nos Macs maintenant, d'accord, on a une petite prise aimantée qui paraît révolutionnaire. On dit, mais finalement, ce Steve Jobs, il est super. Non, c'est un pillard. Les meilleurs marketeurs, ce sont les meilleurs voleurs, ce sont les meilleurs pillards, sauf qu'on fait ça avec beaucoup de valeur. C'est un côté commercial. Une jeune entreprise innovante, c'est toujours une équipe. Je dirais, vous savez, j'ai hésité en faisant ça à mettre équipe avant l'idée. Parce que finalement, une idée, elle arrive, elle se transforme, elle grossit, elle déménage, elle change de taille, etc. Mais par contre, l'équipe aussi, hein, d'accord? Mais au départ, il faut toujours un noyau. Une équipe, il faut un leader, un dirigeant, un équipier. Qui avez-vous avec vous? Il vous faut un créatif, un gestionnaire, un vendeur.
J'ai jamais connu d'équipe pour l'instant, enfin si, à part certainement des très très grands capitaines d'industrie, qui soient créatifs, gestionnaires et vendeurs. Une équipe, et là, il n'y a de valeur que d'hommes et de femmes, c'est ça. Je vous fais une confidence. J'ai fait qu'un bac plus 2 parce que j'étais nul à l'école. J'étais nul à l'école et en DUT de commerce, en deuxième année, je me suis pris la tête avec un prof de maths. Je suis désolé s'il y a un prof de maths dans la salle. Non, il n'y a pas. On n'a pas, ça va, d'accord. Qui me faisait un plan pour aller d'un point à un autre, quel était le chemin plus court, et moi j'ai fait une ligne droite. Et donc il m'a dit non, sortez. Je lui ai dit, je suis désolé, je ne reviendrai pas. On s'est revu 15 ans après, on s'est expliqué, on s'est toujours rapproché 15 ans après. Mais c'était pour vous dire que ça ne sert à rien d'avoir une faiblesse et d'essayer de la cacher ou d'essayer de la travailler pour être moyen. Et si seulement on travaillait sur notre valeur ajoutée, moi ma valeur ajoutée c'est peut-être, je ne sais pas, sans aucune prétention, mais c'est peut-être à partir d'une idée, de la développer, d'aider à créer quelque chose et ensuite d'aider à la vendre. Mon métier il est là, il n'est pas à calculer un business plan financier, je laisse à qui. Et à partir de là, si je connais ma valeur ajoutée, je connais mes forces, je connais aussi mes faiblesses. C'est important pour moi parce que dans mes faiblesses, je vais aller chercher soit des équipiers, soit un dirigeant qui va m'aider. C'est des objectifs. Dans une équipe, les objectifs peuvent être différents et ça se respecte. J'ai un objectif d'être salarié. Il a un objectif d'être dirigeant. Il a un objectif d'être patron. D'accord? Et ensuite, il y a des personnalités. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui à la pépinière comme processus d'entrée? On fait des tests de personnalité. On ne les appelle pas comme ça, hein. Mais on veut savoir qui sont en motivation interne, externe, qui sont de tel ou tel caractère. Enfin, le trilemme, c'est un marché avec des besoins et des attentes taille maturité. Je vais accélérer un peu parce que je pense que je suis d'accord. Avec des concurrents, avec des nouveaux entrants, des partenaires. Vous devez penser local en imaginant le national et en espérant l'international. Donc ça, attention, en biotech, je pense que vous pensez immédiatement international. Nous, dans d'autres projets, quand je crée local, je pense en anglais. Aujourd'hui, tous les étudiants, vous devez maîtriser parfaitement l'anglais, vous devez faire des stages, des séjours dans les pays anglophones, ça doit être votre deuxième langue. Les concurrents, les nouveaux entrants, les partenaires, c'est important. Pourquoi? Parce que vos concurrents d'aujourd'hui sont peut-être vos partenaires de demain. Vous savez, le Novartis avec le gros bateau, peut-être, quand il regarde Aziz, il se dit, tiens, pour l'instant, ils sont peut-être un peu concurrents sur un segment de marché, je ne sais pas, mais par contre, demain, il peut se dire, moi, on peut être partenaire. Hier matin, j'étais avec une jeune entreprise qui s'appelle Alloré, qui est une petite merveille, avec une créatrice avec du caractère, je vous garantis avec du caractère, et il en faut pour créer. Et on était, elle aussi, elle se pose la question à savoir des investisseurs. Et bien, on a fait une roue autour d'elle, je vais vous montrer ce que c'est, cette roue du succès, et sur cette roue du succès, il y avait quasiment que des concurrents. Donc à un moment, on va aller voir un concurrent, peut-être qu'elle le fera ou pas, mais il y a une opportunité d'aller taper à la porte d'un concurrent et de dire, dites, vous avez vu ce qui se passe là de ce côté, ça vous intéresse de faire partie de l'aventure? Donc vos concurrents d'aujourd'hui, c'est peut-être pas définitif. Moi, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Rubik's Cube, d'accord? Parce qu'il y a trois autres faces, mais je ne vous en parlerai pas. Ça, c'est des items. Là, il y a des méthodes de marketing, de management, de finance. Et donc après, on joue. L'équipe, avec le marché, avec tout ça, etc. Et finalement, un bon créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui finit le Rubik's Cube. C'est pas tout à fait comme ça. D'accord? C'est quelqu'un qui connaît les règles, qui sait comment on peut y arriver. Et qui sait que seul, si j'y arrive pas, je peux être aidé par quelqu'un qui connaît déjà. C'est pour ça qu'on développe nous aujourd'hui à Ligue 1 un système de mentor. C'est exactement ce que vous faites ici, de mentor, de tuteur, etc. D'accord? Non, la création d'entreprise, c'est absolument pas un jeu. Ça veut dire que la création d'entreprise utilise le marketing de l'innovation et il nous faut une nouvelle définition du marketing de l'innovation. Ça ne suffit pas des techniques permettant de faire adopter, etc. D'accord? Il faut se rapprocher du marketing mass market, du marketing de la grande consommation, qui dit, comme tu as dit tout à l'heure, il faut créer une marque. Une marque, on s'en souvient. Une marque, quand elle disparaît, elle nous manque. Un exemple, Vojika. Vous connaissez les cuisines Vojika? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque très très connue en France, qui a déposé le bilan il y a 5 ans. Il y a 5 ans, cette marque, qui était la première marque de cuisine et salle de bain en France, dépose le bilan. En début d'année, ils ont vendu le nom. Juste le nom, parce qu'elle a été liquidée, cette boîte. Le nom, vous savez combien il était vendu? 550 000 €. Le nom. C'est pour vous dire qu'une marque,
quand elle disparaît, elle manque. Alors il faut arriver à remettre, comme disait Zaki tout à l'heure, la notion de marque dans le marketing de l'innovation. Le marketing de l'innovation, alors une nouveauté créatrice de valeur, c'est un avantage concurrentiel, un facteur clé de succès. Faire adhérer ses clients et réussir l'entreprise, c'est créer une marque. Il se crée des millions d'entreprises dans le monde. Il se crée quelques dizaines de milliers de marques. J'ai un problème de plomberie en ce moment. Et bien je fais appel à une marque. Vous savez c'est quoi la marque qui vient s'occuper de ma plomberie? C'est marqué sur sa camionnette. Jojo Plombier. Sa marque à lui, il est installé à Lunel-Vieille, c'est Jojo Plombier. Alors vous dites Jojo Plombier, disons le logo, souvent il aurait pu faire mieux. Sauf que Jojo Plombier, vous l'appelez n'importe quand, il vient. Vous savez que c'est pas cher, ou en tout cas il est dans les prix. Vous savez que le matériel qu'il installe c'est de la qualité, que 10 ans après il reviendra encore. C'est une marque. Une entreprise, c'est un plombier qui va venir un dimanche, qui va me prendre 150 € de plus, qui va m'installer du matériel en priant pour que ce matériel en 3 ans il tombe en panne, et comme ça il reviendra un dimanche, parce que ça tombe toujours en panne un dimanche. Technique, méthode, outils, cela s'appelle un art. Vous avez des valeurs, vous avez un savoir-faire, vous avez des outils, vous savez comment les utiliser, on appelle ça un art. C'est un peintre avec son tableau et ses pinceaux. D'accord? Moi je vous propose ça comme une définition. L'art de construire une marque de qualité par la création d'avantages concurrentiels en vue de provoquer l'adhésion du client. C'est tout aussi long qu'un mot propre, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, il y a des items essentiels. Une marque de qualité. J'aurais même pu enlever qualité, mais je voulais appuyer dessus. La création d'avantages concurrentiels, les facteurs clés de succès d'acquis. Provoquer l'adhésion du client. Provoquer l'adhésion du client, c'est le marché. Avoir un client, lui vendre une fois, c'est bien. Moi, je ne veux pas qu'il me vende une fois. Je veux lui revendre et qu'il me recommande une troisième. C'est là où j'aurais réussi mon pas. Sinon, vous avez fait un one-shot. Un one-shot, c'est vendre, et puis on sait vendre, hein, ça, c'est facile. Hein. À un moment, tiens, tu la veux, cette montre, ok, elle est à 50, je vais te la faire à 25, tu vas voir, elle est super. Le plus important, c'est qu'ils reviennent me voir après pour en acheter une pour sa copine, ou pour changer la pile, le cadran, ou peut-être pour avoir un service. Parce que ce qu'on a oublié aussi, c'est que ça, là, ouais, on en parlera. Donc le préalable, un art est avant tout un état d'esprit. Vous devez être curieux, vous devez être sensible, vous devez être dans le doute en permanence. Et vous devez vous ouvrir à l'autre. C'est ce que j'aime dans votre démarche à vous. C'est ce que j'aime dans vos rapports à vous. C'est ce qu'on essaye de faire à la pépinière aussi. Sur les murs de la pépinière, il y a les photos de tous les créateurs d'entreprise. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur des gens. C'est de se croiser, de se rencontrer. On se beaucoup de on est très actifs à la pépinière. Et on échange, d'accord? Si je devais représenter une entreprise innovante, et le projet de création d'entreprise innovante, c'est un double entonnoir. Un entonnoir avec un réceptacle pour tout ce qui se passe dans le monde entier, d'accord, autour de votre projet de création d'entreprise, les idées, les influences, le savoir-faire, la veille, les valeurs, société, brevets. Vous êtes ici, vous. Et nous, en tant qu'accompagnants, et comme assistants, on est ici. On a un filtre, on a un tamis. Ce filtre, c'est vos qualités, c'est votre personnalité. D'accord? C'est vos forces et vos faiblesses. Et à partir de là, vous devez être capable d'avoir une vision. Ce que tu disais tout à l'heure, je veux changer le monde. Je veux tout casser. Je veux révolutionner. Je veux permettre quelque chose. Avec une stratégie pour l'appliquer et des actions. Ne parlez jamais d'action avant de parler de vision et de dire comment vous faites. On va le voir juste après. L'art de se poser les bonnes questions de marketing de l'innovation. Pourquoi, comment, quoi? Vision, stratégie, action. Quelle motivation, quel changement, quelle révolution, quelle révolte? Steve Jobs a créé un ordinateur dans son garage. De toute façon, les Américains, ils font tout dans leur garage. Je ne sais pas comment ils font. Mais à chaque fois qu'il y a une innovation, elle sort d'un garage. Parce qu'ils ont une voiture. Ouais, c'est ça. Pour un garage, c'est une voiture. Tout à fait. Steve Jobs, il a dit, il y en a marre d'avoir des ordinateurs moches, gris et carrés. Je suis contre ça. Et j'en ai marre d'appuyer sur arrêter pour démarrer. C'est exactement ce qu'il a dit. En fait, il ne l'a peut-être pas exprimé dessus, je crois qu'il a même dit comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un truc bizarroïde avec du design, d'accord? Et puis dedans, il a créé un système d'exploitation qui est quand même beaucoup plus intuitif. Il est contre le statu quo et il permet la créativité de l'homme. Résultat, toutes les agences de com ont immédiatement adopté ce système-là et regardez le petit succès qu'il y a Apple aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il avait une vraie vision qui reposait sur des valeurs. Je suis contre le statu quo. C'est pour ça que quand il a dit maintenant je vais mettre des cartes SIM à l'intérieur de mes téléphones, on a dit mais là Steve, on ne te reconnaît plus là.
toi qui étais contre les monopoles, tu veux en créer un, déjà c'est déjà pas mal ce qu'il a fait, mais en plus il voulait créer et le téléphone et les tuyaux de communication et la carte. Donc, voilà. Si je peux me permettre aussi un commentaire, parce que je pense que c'est un peu important, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'innovation elle à travers aussi le modèle économique, le moyen de se rémunérer. Et là où il a été hyper fort, Apple, c'est que c'est les premiers qui ont commencé à avoir le système de la musique en ligne avec iTunes, et c'est les premiers, et là ils ont été encore plus forts, à prendre un pourcentage sur les communications téléphoniques pour une société qui à la base est informatique. C'est les premiers. Donc là, il y a vraiment aussi l'innovation en termes de modèles. Donc il faut être ouvert à ce genre de choses et regarder aussi s'il peut y avoir des innovations en termes de prestations, en termes de modèles qui peuvent être effectués ici au niveau local. Je suis tout à fait d'accord. Une innovation, rappelez-vous les trilèmes, ces 9 cases. Aujourd'hui, quand un créateur d'entreprise vient me voir avec un produit, je lui dis quel est ton service. Quand un créateur vient me voir avec un service, je lui dis quel est ton produit. On est dans ce moment une petite boîte qui fait des cours vidéo pour apprendre à piloter un avion sur Internet. Immédiatement, je lui ai dit, tu me crées la valisette, on va vendre à la FNAC, on va vendre à Carrefour avec méthode pour apprendre à piloter en ligne. Mais je veux voir le produit physiquement, le service ne suffit pas. Et c'est la combinaison des trois. Produit, service et concept. Après le pourquoi, vous dites comment. Je veux changer le monde, je suis contre le statu quo, voici comment je vais m'y prendre. Quelle stratégie marketing, commerciale, production, financière, comment aborder vos marchés. Et là, on rentre dans notre armada, on rouvre notre boîte à outils marketeur et on dit, ok, stratégie de niche, de spécialisation, masse, etc. D'accord? Et enfin seulement, on dit quoi? Enfin seulement, on dit quoi? Steve Jobs, il vous dit jamais, je vous vends un B3. Hein. Il vous dit jamais, je vous vends un ordinateur. Hein. Il vous dit sa vision, il vous dit comment y arriver, et à la fin seulement, il vous dit le Mac, etc. Le quoi, vos actions doivent être en cohérence avec vos valeurs et votre vision. Quand Walmart dit, ou pas Walmart, quand Nike dit je suis un sponsor de la Coupe du Monde de foot, je veux que le sport soit partout dans le monde, je veux que les enfants jouent au foot, et que ces ballons de foot sont fabriqués en Thaïlande par des enfants de 8 ans, il ne respecte pas sa vision. On voit quoi? On voit un produit qui est en inadéquation avec ses valeurs et sa vision. Résultat, Nike, boum. Et là, vous n'avez plus de choix. Le marketing est éthique par nature maintenant, parce que vous avez ça. Vous avez un téléphone sur lequel vous pouvez lire des informations en permanence et qui vous dit Nike fait fabriquer ses ballons par des enfants. Donc ça ne peut pas passer. D'accord? Vous avez un mouchoir de poche. Moi je dis plutôt, vous avez une norme de qualité de poche. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc pour terminer, je dirais que le marketing de l'innovation doit aider une passion à se transformer en succès. Dans le mot passion, il y a le mot aimer. J'ai essayé de vous décortiquer ça. L'art de créer une marque, c'est l'art d'aimer. L'art d'aimer, c'est art comme associé. Des idées, des influences, des créations, des partenaires. C'est exactement ce que vous faites ici, la cité d'innovation. Vous entraînez tout un écosystème autour de vous. D'accord? La technique, c'est l'intelligence économique, la créativité, la construction de réseaux. Okay. Et là, on a un outil, nous, qu'on utilise en permanence. Alors, je ne vais pas... Ici, il y a marqué la roue du succès. Je suis désolé, j'ai transféré en Mac et Microsoft. La roue du succès, c'est vous poser cette question essentielle au début de votre projet. Qui a intérêt au succès de votre entreprise? Vous avez le créateur au milieu, et là, on ne le voit pas, je suis désolé. Ici, vous avez les institutionnels. Là où vous avez le marché. Là, vous avez le technologique. Et ici, vous avez la finance. Et ensuite, autour de ça, vous avez le créateur et son réseau proche. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à mes amis. J'ai des amis qui sont sur le marché, d'accord? Le marché pour un ordinateur, ça peut être j'ai un magasin d'informatique, je crée des logiciels, etc., etc. Ici, je fabrique des boîtes, etc. Les institutionnels, ça va être le maire de mon village, ça peut être un ministre, ça peut être un syndicat professionnel, etc. Et financier, ce sont les capitaux risqueurs, etc. Et là, on part de notre noyau, d'accord, et on monte en local, en national et en international. C'est quoi Viadeo? C'est quoi LinkedIn? C'est quoi tous les réseaux sociaux? C'est des gens qui sont positionnés sur 4 axes, d'accord, à différents niveaux, local, national, international. On a une créatrice en informatique qui est venue chez nous, qui s'appelle Virginie. En 1 heure, on avait le patron Nokia, le patron du marketing de Nokia au téléphone. Parce qu'il fait partie de nos réseaux, parce qu'on s'est rendu des services, d'accord? Donc cette fille qui est venue, elle connaissait quelqu'un, un distributeur au niveau local, on a appelé quelqu'un au niveau informatique chez Oseo, et on a eu le patron du marketing Nokia. Notre métier, nous, d'accompagnant, et votre métier de créateur, c'est d'avoir une roue du succès qui tourne autour de vous, comme ça. C'est une roue vertueuse. L'art d'aimer, c'est I comme interroger,
C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la préétude de marché, en permanence. J'interroge les confrères, les partenaires, le marché, les concurrents. J'espionne les concurrents, c'est un bonheur ça. C'est un bonheur d'aller sur un salon professionnel, de se faire passer pour quelqu'un d'autre et de tirer les renseignements. Sur un salon professionnel, la vie est toujours belle. Donc c'est là où vous allez piocher les renseignements. Les techniques, c'est de la veille, de l'étude et préétude de marché. L'outil que je vous avais rajouté à côté, je vous mettrai en clair sur la présentation, ce sont toutes les techniques d'entretien semi-directif. Comment faire parler quelqu'un? C'est une méthodologie. Et là, on ressort la boîte à outils, on prend l'entretien semi-directif. Je vous garantis qu'en 3 ans des questions ouvertes et fermées, sans aucune torture, avec un très très bon climat, vous avez tous les renseignements que vous voulez. Enfin, l'art d'aimer, c'est M comme marquer les informations, les contacts et réseaux, les influences, l'organisation du travail, lecture rapide, méthodologie. Aujourd'hui, vous avez un outil, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Asana, A-S-A-N-A, c'est une plateforme collaborative en ligne. Imaginez, vous et votre équipe de créateurs, pour le Startup Weekend d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser, vous et vos créateurs, vous avez une plateforme en ligne sécurisée sur laquelle vous échangez vos informations, vous travaillez en temps réel dessus, d'accord? Et puis, vous échangez des informations, vous voyez qui a fait quoi en temps réel. C'est le bonheur. On est dans la même pièce sans y être. Et on garde une trace et on avance, d'accord? L'art d'aimer, c'est eux comme expérimenté. La phrase la plus importante, c'est ça. Et de plus en plus, j'ai fait une rencontre extraordinaire la semaine dernière. C'est 2 jeunes de 25 ans qui s'appellent Human Coders. Human Coders, ce sont des passionnés de Ruby on Rails. Vous connaissez la techno pour développer des sites internet. C'est des fous furieux de ça. Donc ils ont créé un site internet là-dessus. Et comme par hasard, ils sont devenus le premier site internet en France sur la techno du Ruby. Ils ont vu ça, ils ont dit tiens c'est pas mal, on va mettre un peu de pub, on commence à gagner de l'argent, et puis ensuite ils ont fait ça sur le PHP, qui est une autre méthode, et maintenant c'est devenu le site internet en ligne, d'accord, les sites internet en ligne de référence sur les technologies de développement informatique. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout l'univers, toute la route du succès de l'informatique vient nous voir, des développeurs informatiques. Donc on va faire un job board. Un job board, c'est mettre en relation des gens qui cherchent quelqu'un, un développeur, connu, avec des gens qui cherchent du boulot. Quand ils publient une offre, ils ont 1400 vues sur l'offre. 200 € la ligne, d'accord? Ils ont mis ça en ligne. Ils font des bonnes erreurs parce qu'ils ont fait des erreurs au départ, mais ils n'ont pas cherché, vous savez, comme la photo en 3D par avion, à compliquer, etc. Non, c'est une case, vous cliquez sur la case, il y a un formulaire de réponse, vous répondez et vous payez par PayPal. Ils n'ont même pas cherché à aller voir leur banque, etc. Ils ont dit, c'est pas grave, on perd 5%, on perd 5%, on va vite, on expérimente. Parce que plus on est près du client, mieux c'est. Le dernier, c'est réunir, d'accord? Fédérer une équipe, construire autour d'une vision, afficher ses valeurs, management, communication. Et là, l'outil, c'est le triptyque. Le triptyque, on en revient toujours là dans toutes les sociétés. Quand j'entendais Aziz parler de sa société, c'était ça. J'ai une vision, une promesse, une philosophie. Je dis ma mission, votre secteur d'activité, votre métier, votre avantage concurrentiel et ce qui fait la différence. Vos critères chiffrés. Moi, j'amène X% de plus, X euros de moins, tant de vitesse en plus, etc. D'accord? Et puis vos valeurs, parce qu'il n'y a que ça par exemple. Plus ça va, plus le marketing évolue, et plus vous devez afficher vos valeurs. Le président de la République en France a été élu sur ce mot-là. Si on avait dit on va comparer un degré d'activité ou de suractivité, Nicolas Sarkozy aurait été tout de suite élu, d'accord? Non, lui il a compris une chose, François Hollande, c'est que les Français, à un moment donné, je ne dis pas de voter pour Nicolas ou pour François, c'est pas ça, mais à un moment les Français ont besoin de valeurs, ont besoin de références, et c'est pour ça qu'il a été élu. Aimer, innover, associer, interroger, marquer, expérimenter, réunir. Voilà, je termine.